Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un concept assez utilisé dans le monde du développement des microservices et des API. On va parler de Refresh Token et de Access Token pour par la suite mieux introduire le JSON Web Token ou JWT. Donc c'est quoi Access Token et Refresh Token? Pour la petite définition, les tokens d'accès, Access Token et token de renouvellement, Refresh Token, sont des éléments clés des protocoles d'authentification et d'autorisation modernes. Pour simplifier, ce sont en fait des éléments qui sont utilisés pour l'autorisation ou l'authentification dans les applications modernes, dans le processus d'authentification ou d'autorisation des applications modernes. En réalité, ce sont en fait des chaînes de caractères. Et ces éléments-là sont utilisés dans plusieurs couches d'authentification, notamment dans la couche d'authentification moderne Open Authorization 2.0. Donc, pour mieux expliquer l'utilisation et l'utilité des Access Tokens et des Refresh Tokens, on va en fait expliquer comment fonctionne le Open Authorization 2.0 et par la suite mieux expliquer en fait les Access Tokens et les Refresh Tokens. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Open Authorization 2.0, il faut savoir que Open Authorization 2.0 est en fait le processus qui nous permet en fait de nous connecter par le biais de Google ou de nous inscrire par le biais de Google lorsqu'on souhaite nous inscrire ou nous connecter auprès d'une application. Exemple, supposons que je vais me connecter à Spotify ou que je vais m'inscrire à Spotify. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Spotify peut me donner en fait deux façons de me connecter. Soit me donne la possibilité de me connecter au travers d'un formulaire où je vais inscrire mon nom, mon email, mon mot de passe, ou par le biais où il me propose en fait la possibilité de m'inscrire ou de me connecter par Google ou Facebook ou bien d'autres applications. À ce niveau-là, la plupart des utilisateurs ont choisi se connecter par Google parce que c'est un gain de temps. Au lieu de se fatiguer à taper le mot de passe et à chaque fois, ils trouvent que c'est fatigant. Donc, c'est mieux de passer par Google. Donc, à ce niveau-là, vu que normalement, l'application a besoin de certaines informations pour nous identifier dans l'application, et bien, il aura ces informations-là au niveau de Google. Et parmi ces informations, votre mot de passe n'est jamais partagé. Votre mot de passe n'est jamais fourni dans ce cas précis. Imaginez que votre mot de passe soit à chaque fois fourni par des applications. Et bien les applications des hackers ou des pirates là, ils vont utiliser ces informations là pour se connecter à d'autres services de Google sans votre consentement ou à votre insu. Donc parmi les informations partagées, on a votre adresse email, votre nom complet, votre photo de profil et puis d'autres informations, mais pas les informations sensibles. Donc on voit qu'à ce niveau-là, Google est utilisé comme autorité de confiance. C'est-à-dire que quoi? L'application Spotify, au lieu d'elle-même gérer le processus d'authentification, elle va passer par Google pour gérer en fait le processus d'authentification. Et là, c'est en fait un gain de temps et c'est gagnant pour tout le monde. Et à ce niveau-là, il a accès en fait à certaines informations, à savoir l'adresse email et puis bien d'autres informations. Donc, on va expliquer Open Authorization 2.0 à travers un diagramme et voir comment en fait les Access Tokens fonctionnent et comment ils sont utilisés. Donc à droite, on va supposer que c'est Spotify, une application qui utilise Open Authorization 2.0 et en fait l'utilisateur. Et à droite, on va supposer que c'est l'autorité de confiance. On va supposer que c'est Google. Donc au niveau de Google, on a deux entités. On a le serveur d'autorisation et puis on a le serveur de ressources. Donc je veux me connecter à Spotify, à l'application Spotify. Et bien Spotify me donne la possibilité de pouvoir me connecter par le biais de Google. Donc là, quand je clique me connecter par le biais de Google, c'est comme si j'envoyais l'application envoyait en fait une requête d'autorisation, Authorization Request, au serveur d'autorisation de Google. Et là, ça suppose que l'application veut avoir certaines informations de moi que Google possède.
Mais Google d'abord, qu'est-ce que Google va faire? Google va d'abord avoir ma confirmation. Pour cela, Google va m'envoyer une page de confirmation, une page de consentement. Pour cela, il envoie cela par le biais de User Authorization. Donc à ce niveau-là, moi j'ai qu'à confirmer en fait que je donne en fait accès à Spotify, à mes informations au niveau du serveur de ressources, puisque les informations sont stockées au niveau du serveur de ressources et le serveur d'autorisation en fait gère tout ce qui est authentification. Donc là, c'est comme si en fait l'application faisait une requête d'accès pour le Access Token. Donc Access Token Request. Donc à ce niveau-là, vu que l'utilisateur avait déjà confirmé, le serveur d'autorisation lui passe le Access Token. Donc là, quand il reçoit le Access Token, grâce uniquement au Access Token, il a la possibilité, c'est-à-dire l'application Spotify a la possibilité d'accéder aux ressources, à savoir mon nom, mon email, etc. Et pour accéder à ça, il fait des resources requests, c'est-à-dire il fait des requêtes de ressources pour pouvoir accéder à ces ressources-là. Donc, pourquoi deux serveurs? Pourquoi autoriser un serveur et resource serveur? Pourquoi ne pas tout stocker sur un serveur? Pour des raisons de scalabilité et de performance. À ce niveau-là, on a la spécialisation des serveurs. Chaque serveur fait son boulot. On a aussi la distribution de la charge de travail. Au lieu qu'un serveur puisse faire tout le boulot, chaque serveur fait ce qu'il a à faire. Aussi simple que ça. On a aussi la flexibilité et la maintenance. Au niveau de la flexibilité et la maintenance, on a par exemple la modularité. C'est toujours mieux de penser modulaire que de tout stocker en un. On a aussi l'interopérabilité. Pour l'interopérabilité, on donne par exemple la possibilité au serveur d'autorisation de pouvoir dialoguer avec plusieurs applications. Il peut être en train de dialoguer avec Spotify, comme aussi on lui donne la possibilité de dialoguer avec, par exemple, GitHub. Donc GitHub aussi peut donner la possibilité de pouvoir se connecter par Google. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, comme j'avais dit, le Access Token est utilisé pour accéder aux ressources. Uniquement le Access Token. Mais au niveau du serveur d'autorisation, c'est pas uniquement que le Access Token qui est délivré. Il y a deux tokens qui sont délivrés. Il y a le Access Token et le Refresh Token. Et à quoi c'est le Refresh Token si le Access Token est utilisé pour accéder aux ressources sur le serveur de ressources? Eh bien, le Refresh Token, lui, il est utilisé pour le renouvellement de Access Token, du jeton d'accès. En fait, le Access Token, il a une durée de vie courte pour des raisons de sécurité. Ce qui signifie que si un hacker parvient à compromettre ou à voler nos données d'Access Token, il ne pourra pas les utiliser pendant longtemps puisque le jeton doit être renouvelé. Donc c'est pour des raisons de sécurité qu'en fait le Refresh Token vient pour le renouvellement de l'Access Token. Donc pour plus de comparaison, si je me connecte à Google, il y a deux jetons qui sont fournis. Il y a l'Access Token et le Refresh Token. Donc comme je disais, pour la comparaison, on va voir un peu les critères et puis bon, comment ça fonctionne. Donc comme j'avais dit, au niveau de la durée de vie, les tokens d'accès ont une durée de vie courte par rapport au Refresh Token qui peut aller à des jours, des mois, voire indéfiniment. Utilisation. Ce sont les Access Tokens qui sont utilisés pour accéder aux ressources directement. Et pour le renouvellement, on utilise les Refresh Tokens. Donc là, comme j'avais dit aussi au niveau de la sécurité, par exemple, comme on voit, on constate que les Access Tokens ont une durée de vie rapide. Qu'est-ce que j'ai dit? Ont une expiration rapide par rapport au Refresh Token. Et puis on a ces autres informations. Donc c'est pour en fait des raisons de sécurité puisque le Refresh Token, il est bien mieux gardé par rapport au Access Token. Le JWT, JSON Web Token, c'est quoi? Eh bien le JWT est en fait une représentation, une façon de représenter les tokens, que ce soit le Web Token, que ce soit le Access Token ou le Refresh Token. C'est en fait une manière de les représenter. C'est en fait le format de représentation de nos données. Donc le JW Token est en fait un token. Donc voici en fait la représentation en JW Token, que ce soit le Access Token ou le Refresh Token. On a le header, on a le payload et puis on a la signature.
Donc pour la question, est-ce une obligation de déléguer la confiance? Comme vous savez, en passant par Google, c'est comme si on faisait une délégation de confiance. La réponse est non. Pourquoi? Supposons que je développe une application mobile et une API pour pouvoir en fait avoir des services, pour pouvoir en fait gérer le backend de l'application. Et bien l'application mobile pour se connecter va en fait demander à l'utilisateur de saisir des informations, à savoir son email et son mot de passe. Et son email et son mot de passe sont envoyés à l'API web. Et l'API web, qu'est-ce que l'API web fait? L'API web vérifie en fait les informations au niveau de la base de données. Quand il vérifie en fait les informations de la base de données, qu'est-ce qu'il fait? Si les informations sont valides, il va générer un JSON Web Token. Donc lui-même, il génère en fait le jeton d'accès. Ici, dans notre cas, on sait qu'à chaque fois, il y a deux jetons qui sont générés. Il y a le jeton d'accès et puis il y a le refresh token. Donc, il génère en fait les deux jetons-là qu'il donne en fait à l'application. Et là, par la suite, l'application pour pouvoir accéder maintenant aux données que l'API gère va en fait envoyer à chaque fois, faire des appels avec le JSON Web Token qui est en fait le jeton d'accès. Et l'API vérifie en fait ce jeton d'accès là. Si le jeton d'accès est valide, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les données à l'application mobile. Donc c'est en fait le fonctionnement via JSON Web Token. Donc les amis, c'est la fin. J'espère que vous avez aimé le concept, que vous avez compris.